Bon, maintenant pour la dernière partie du bloc 1, on va s'affairer plus précisément à comprendre l'interaction entre l'âme et le corps. Là, on a déjà compris qu'il y a certains mouvements du corps hein, qui sont causés par le corps lui-même, hein, mais c'est comme par exemple les perceptions ou les mouvements des membres ou les réflexes, par exemple, hein, qui ne sont pas des mouvements volontaires. Tous ces mouvements dans le corps-là ont une répercussion dans l'âme. Comme on se dit, l'âme est jointe au corps par la glande pinéale. On ne peut pas dire qu'elle est sur la glande, mais au moyen de la glande, l'âme réussit tant à avoir une influence sur le corps que l'inverse, hein, que le corps avoir une influence sur l'âme. Tout ce qui concerne les mouvements, pour l'âme, de son point de vue, c'est une passion. C'est quelque chose qu'elle ressent. Tous les mouvements des esprits animaux dont on a parlé dans les nerfs et dans le cerveau hein, sont pour l'âme une passion, quelque chose qu'elle subit. Hein. On pourrait dire qu'à ce moment-là, l'interaction entre l'âme et le corps est dominée par le corps. Quand il y a un mouvement dans le corps, l'âme le ressent comme quelque chose qui ne vient pas d'elle. C'est pour ça qu'on parle d'une passion. Alors là, vous l'avez déjà entendu depuis le début, on ne parle pas « j'ai une passion pour le sport hein. ». Une passion, c'est un affect, un mouvement du corps qui est ressenti par une autre substance qu'on appelle l'âme. Et comme on s'est dit que dans l'âme, n'était contenu que des pensées, ces mouvements du corps vont avoir une influence sur les pensées de l'âme. Quand le corps agit, quand le corps exprime un mouvement, ceux-ci sont toujours pour l'âme une passion, une conséquence hein, qu'elle reçoit en elle-même. L'âme les ressent. Je veux dire, si vous voulez, quand j'ai peur, hein, ce n'est pas moi qui décide d'avoir peur. Je ne sais pas si j'ai peur des chiens. Moi, j'ai déjà eu peur des chiens. Peu importe la grosseur du chien, j'avais peur. Et j'avais beau me dire, ou mon père me disait, mais voyons, Marc, c'est un tout petit chien. Il n'y a pas une parole qui calmait ma peur. Hein. Je me cachais derrière mon père et je demandais juste à fuir. Hein. C'est pas moi qui contrôle la peur à ce moment-là, mais je la ressens. Il y a moi qui ressens une peur qui se manifeste dans mon corps. Et justement, je dis à mon papa, j'ai peur. Je reconnais ce mouvement dans mon corps comme étant de la peur. Et le nom que je donne à ce mouvement-là, hein, ça, c'est l'âme qui le fait. Elle n'est pas à l'origine du mouvement, mais elle sera à l'origine de la manière dont on en parle. Toutes les passions sont donc ressenties par l'âme comme ce qui lui arrive. Les passions, c'est donc l'effet d'un mouvement des esprits animaux dans le cerveau que l'âme perçoit. Et ce mouvement-là, comme on l'a déjà dit, qu'il s'en aille vers les pores pour être reconduit dans les nerfs moteurs, ou qu'il vienne des organes sensitifs pour construire une représentation, passe toujours comme au-dessus de la glande pinéale. La glande pinéale, voyez-vous, on n'en a pas vraiment de grande représentation. Hein. Les anciens la représentaient un peu comme une cocotte de pain. Hein. Mais ici, tel que Descartes en parle, au moins pour que hein, son idée qu'il y ait une interaction entre l'âme et le corps
hein, pour que ça fonctionne. Hein. Il va concevoir cette glande un peu comme un miroir qui reflète, hein, le mouvement des esprits animaux, et un miroir qui peut refléter les pensées de l'âme sur certains pores du cerveau afin d'en provoquer une ouverture. Comment l'âme s'y procède? On y arrive. Hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ce point central de jonction entre ces deux réalités qui nous composent, hein, qui transmet, pour ainsi dire, ou qui permet plutôt à l'âme de ressentir ce qui se passe dans le corps. Hein. Comme si vous voulez, elle en reconnaissait la forme, pas le contenu. Hein. Vous voyez, une fois, si je ressens un sentiment pour la première fois, je vais souvent me demander qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, qu'est-ce que c'est. Hein. Mais du moment où je sais comment ça s'appelle, que je connais la forme de ce sentiment-là, je peux le reconnaître. On pourrait dire que chaque mouvement qu'il y a dans notre corps, hein, nous laisse une impression, ou plutôt un souvenir de ce qu'elle a été, surtout quand on vit des émotions fortes. Hein, prenons par exemple la première fois, ma première peine d'amour. Je m'en souviens encore. Hein? Je pensais que j'allais mourir tellement j'avais mal. Et je ne connaissais pas cette douleur. Ce n'est pas un sentiment que j'avais déjà vécu, qui m'était déjà arrivé. Mais la puissance du sentiment laisse une certaine trace, si vous voulez. On a dit, c'est difficile à saisir. Comment l'âme peut ressentir, hein? Descartes dit qu'en fait, comme la chaleur puis les mouvements sont provoqués en général par la force de pulsion du cœur, l'âme a comme l'impression qu'elle ressent les sentiments dans le cœur. Mais c'est une illusion, dit Descartes. On ressent quelque chose dans le cœur parce que c'est là que le mouvement est le plus fort. Mais l'émotion elle-même, elle n'est pas dans le cœur. Elle est dans l'âme. C'est l'impact de ce mouvement dans l'âme qu'on va appeler une émotion. La forme d'un mouvement. Et non pas, hein, le mouvement lui-même. C'est comme si dans l'âme, il y avait des traces que laissent les mouvements du corps selon l'intensité avec lesquelles ils se manifestent, et que ces traces-là, c'est ce qu'on appelle ces passions. C'est des passions qui sont dans l'âme, causées par le corps. Il y a 3 sortes de passions différentes qui sont causées par le corps. La première, on les a déjà vues, ce sont les perceptions. C'est les passions qui sont causées par les objets extérieurs qui frappent l'organe de nos sens, qui agissent comme cause d'un mouvement des esprits animaux dans les nerfs sensitifs, dans le cerveau, jusqu'au-dessus de la glande pinéale pour construire une perception de quelque chose. Ça, c'est une cause. Une passion de l'âme, c'est d'avoir des perceptions. Je vois une chaise. C'est, hein, le nom de l'âme, celle qui dit ce qu'elle voit. C'est d'abord, on pourrait dire, l'âme, celle qui parle. Donc, première passion de l'âme, les perceptions, c'est-à-dire l'effet causé par nos organes sensitifs dans le cerveau. Deuxième passion de l'âme, les réflexes et les sentiments. Quand j'ai un réflexe, c'est pas, on pourrait dire, volontaire, mais je m'en rends compte qu'il se passe quelque chose. Et la perception, justement, hein, la perception ou le sentiment
de ce mouvement, ou parlons plutôt, par exemple, du désir, de la faim, de l'amour, de la peine, de la tristesse. Ce sont tous, et on le verra dans le prochain bloc en détail, vous allez voir, tous des mouvements du corps, hein, qui ne viennent pas d'une volonté, mais que je reconnais comme étant, par exemple, la peine. Cette reconnaissance-là du mouvement, le nom qu'on lui donne, ça, c'est une passion de l'âme qui est causée, évidemment, par le corps. Une troisième passion, c'est les rêves. Alors ça, là, Descartes, moi j'aime bien son idée, hein, parce qu'il dit, vous savez, bon, dans le fond, il y a des esprits animaux partout, puis il y en a dans le cerveau, tout le temps. Puis dans notre cerveau, toute la journée, si vous voulez, il passe des esprits animaux qui viennent de nos organes sensitifs. Enfin, il y a toutes sortes de passages dans le cerveau, hein, on pourrait dire, qui sont empruntés pendant la journée. Et dans ces canaux-là demeurent des esprits animaux quand on dort. Et il dit que les rêves, en fait, c'est le mouvement complètement hasardeux des esprits animaux dans les nerfs sensitifs pendant notre sommeil. Ça, c'est ce qui veut dire, le Freud serait peut-être pas d'accord. Ça veut dire que les rêves n'ont aucune signification. On les ressent, on les perçoit, on se souvient des fois de nos rêves. Mais pour Descartes, c'est complètement fortuit. C'est des perceptions que l'on a, et là, c'est bien la preuve que les perceptions sont dans le cerveau et pas à l'extérieur de nous. Comprenez-vous? La chaise n'est pas là. La chaise m'apparaît ici. Justement, dans les rêves, je vois des images qui sont parfois plus réelles que réelles. Hein? Il y a bien des moments où nos rêves nous font même peur. Hein? Et qui a peur? C'est l'âme qui ressent cette peur-là en fonction de ce qu'elle voit et perçoit dans les rêves. Mais ces rêves, encore une fois, n'ont pas de signification particulière. Trois passions, hein, dont est victime l'âme. Trois passions, trois perceptions que l'âme peut avoir des mouvements du corps, qui viennent toutes les trois du corps, mais de trois causes différentes. Les sens, les sentiments et les rêves. Là, pendant votre lecture, faites bien attention, parce que Descartes, hein, il le dit lui-même, n'est pas toujours clair quand il parle de perception. Des fois, il parle de passion. Des passions en général, et il les appelle perceptions. Mais un peu plus loin, il définit précisément les perceptions comme étant les passions qui viennent des sens. Mais des fois aussi, il parle des perceptions pour parler en général des passions de l'âme, de ce qu'elle voit de l'intérieur, pourrait-on dire. Il ne faut pas s'entremêler. Ici, on les divise. Les passions de trois sortes de passions causées par le corps. Donc, le souvenir de ces expériences-là, c'est des pensées. Hein, par exemple, moi, j'ai souvenir, là, d'être allé en canot camping avec mon père. Il n'est pas là, mon père, on n'est pas en canot camping. Mais comment je fais pour m'en souvenir? Je me le raconte. Je me raconte comment c'était, je décris les lieux, j'explique ce qu'on a mangé. Tout ça, c'est l'âme qui peut le faire, à partir, hein, de la parole et du langage. Chez Descartes, on peut absolument en faire un lien entre ce que c'est qu'une pensée et la parole. Les pensées n'ont aucun autre véhicule, si vous voulez, pour se manifester que ce qu'on se dit ou ce qu'on se raconte. Alors, ces impressions qu'ont laissé le corps dans l'âme, c'est les passions, hein, sont des pensées. C'est le souvenir
formelle de cette expérience. Je suis capable de raconter de quoi ça a de l'air, mais je ne suis pas capable de le faire apparaître. Et ce souvenir, il est dans l'âme. C'est une pensée. Mais une pensée qui n'est pas volontaire. Mais sa manière de ressentir quelque chose, en lui donnant un nom et en le définissant plus ou moins logiquement, c'est justement le reste d'une expérience et la manière dont cette expérience demeure dans l'âme. De façon, pourrait-on dire, éternelle pratiquement. Tant qu'on se le raconte, on est capable de se ressouvenir des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Le fait que l'âme reconnaît quelque chose en général, voici une chaise, voici un livre, voici un crayon, c'est parce qu'elle le connaît déjà. Et là, on peut faire des liens avec Platon et le supposé monde intelligible. L'âme, elle n'est pas matérielle, elle ne fait pas partie du mouvement, elle est dans un monde, si vous voulez, qui est plutôt stationnaire et toujours le même. Et la manière dont elle parle de ses expériences, c'est en fonction d'un modèle qu'elle a déjà. Et d'une connaissance qui est déjà là, établie. Et quand, par exemple, l'expérience se répète, en ayant la forme, elle est capable de le reconnaître comme le même. La peur, même si c'est un nouveau mouvement de peur. L'âme, elle ne peut reconnaître en général que ce qu'elle connaît déjà. C'est déjà une théorie chez Platon. Et là, malgré que ça soit très bref dans les passions de l'âme, ce qu'en dit Descartes, il est important de distinguer ou de faire un point là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance pour Descartes? Il y a deux sortes de connaissances pour Descartes. Soit on a des connaissances qui nous viennent de l'expérience. Et là, les connaissances de chacune des âmes varient selon les expériences qu'elles ont vécues. Et cette connaissance-là de l'expérience, encore une fois, c'est sa description formelle. La manière dont on en parle, c'est ça qui relève de l'âme. Donc, des connaissances qui nous viennent des expériences qu'on a vécues. Et les expériences qu'on a vécues, la plupart du temps, elles ne sont pas causées par notre volonté, en tout cas pas toujours, on verra, mais souvent par le corps. Le corps laisse une trace. L'expérience qu'on a vécue laisse une trace. Et cette connaissance peut aussi s'améliorer, se préciser avec l'expérience. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui a de l'expérience, il sait faire beaucoup de choses. En effet, il connaît, si vous voulez, il sait distinguer et reconnaître ce qui se passe en lui. Et il y a une autre sorte de connaissance que Descartes, il n'est pas très éloquent là-dessus, mais ce sont les connaissances évidentes et immédiates. C'est-à-dire des choses que toutes les âmes savent de façon spontanée. Comme, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprendre, comme par exemple reconnaître la réponse à un problème mathématique. On sait que c'est bon. Ça ne peut pas être autrement. Dans le fond, les connaissances évidentes et immédiates, c'est les connaissances, on pourrait dire, logiques à partir desquelles l'âme est capable de parler et de décrire ses expériences. Tandis que les connaissances qui nous viennent de les expériences, c'est la description des expériences vécues. Il y a un type de connaissance qui ne relève pas de l'expérience corporelle, mais qui est, on pourrait dire, la trame à partir de laquelle on est capable d'en parler. Moi, c'est les structures logiques du langage. Ça ne peut pas vraiment être autre chose. Mais encore une fois, Descartes n'en parle pas trop dans les passions de l'âme, et c'est pour ça qu'il est quand même important pour vous de faire cette différence-là, qu'il y a donc des connaissances qui sont des passions de l'âme. Et sa passion, c'est de ressentir un mouvement et de le reconnaître. Et des connaissances qui sont dans toute âme comme étant la structure fondamentale de la manière dont elle exprime ses volontés. Parce que c'est surtout la volonté
qui est le propre de l'âme. Donc, on résume ici. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? La pensée, souvenons-nous du début, c'est ce qui relève uniquement de l'âme. J'ai toujours envie de dire c'est dans l'âme, mais je ne peux pas vraiment dire dedans, parce que l'âme, ce n'est pas un lieu. Mais qu'est-ce que c'est? On va méditer encore un peu. Donc, deux sortes de pensées chez Descartes. Des pensées qui sont des actions de l'âme, puis des pensées qui sont des passions de l'âme. La cause des passions, c'est le corps, et la pensée, c'est la trace de cette expérience. Tandis qu'une action, c'est quelque chose que fait l'âme. Donc, les actions de l'âme, c'est ses volontés, ce qu'elle exprime de ce qu'elle veut, tandis que ses passions, ce sont toutes ses perceptions. Hein? C'est pour ça que je refais un lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt. Une perception, c'est une pensée. C'est contenu dans l'âme. Mais elles sont toutes causées par le corps. Tandis que des pensées qui sont causées par l'âme elle-même, ce sont les volontés qu'elle exprime ou qu'elle s'exprime. Hein? Donc, dans les passions de l'âme, oublions les actions de l'âme encore pour un instant, dans les passions de l'âme, il y a les perceptions, il y a des perceptions, évidemment, qui sont causées par le corps, on en parle depuis tantôt, mais il y en a aussi qui sont causées par l'âme. Vous savez, c'est quand on sait user de bien de l'imagination, quand on sait bien user du langage, l'âme est aussi capable de concevoir des choses qui n'existent pas. Ou de s'imaginer, comme je vous disais tout à l'heure, ou en parlant, de reconstruire une représentation de ce qu'elle a déjà vécu. Et quand elle se représente ou elle se raconte quelque chose qu'elle a déjà vécu, ces paroles ont un effet sur la glande pinéale. C'est comme s'il orientait la glande pinéale, qui est en fait comme un petit miroir, et orientait sa lumière vers certains pores du cerveau, mettant ainsi en mouvement les esprits animaux dans le corps, construisant par conséquent une représentation dans le cerveau. On dit quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, et on pourrait dire c'est quelqu'un qui se raconte des choses et qui est capable de les raconter de façon si précise et si vraie, ou de manière si subtile ou passionnée passionnée, là je dirais pas, qu'il est capable de les voir en se les représentant par la volonté. Donc, ça reste une passion de l'âme, dans le sens où c'est elle qui en est la cause, mais la perception, elle va en subir la perception construite par l'âme via la glande pinéale dans le cerveau, va l'affecter aussi. Tu vois, par exemple, je peux vous raconter une histoire triste, et ça va vous faire pleurer. Donc l'histoire, elle est tellement bien racontée, on est capable tellement de se la représenter ou de se reconnaître dedans, que sa représentation provoque un sentiment que subit l'âme par la suite. Tandis que les perceptions qui sont causées par le corps, elles sont immédiatement ressenties. Elles sont causées par un mouvement ou un réflexe du corps. Les perceptions causées par l'âme viennent de son habileté à construire ou à agir par la qualité de son langage sur la glande pinéale pour créer en elle-même une représentation. Et cette représentation physique, qui est due au mouvement des esprits animaux, elle la ressent comme une chose pas réelle, mais elle en ressent toujours même, quand même, l'effet des mouvements qu'elle a influencés sur le corps. Les perceptions qui sont causées par le corps, on les connaît déjà, ils sont au nombre de 3. La perception des sens, les sentiments,
les rêves. Les perceptions causées par l'âme le sont par le mouvement des esprits animaux dans le cerveau aussi. Mais celles-ci sont suscitées par nos volontés ou notre imagination. L'âme peut voir ses volontés en les concevant. Un exemple de ça, le triangle. Le triangle, là, mes amis, ça n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas un triangle qui est un vrai triangle. Ce qui est un triangle, c'est une forme dont la somme des angles fait 180 degrés. Voyez-vous? Ce n'est pas quelque chose de matériel et non plus quelque chose qui change ou qui bouge. C'est une connaissance de l'âme. Mais quand l'âme dit triangle, tu le vois d'une certaine manière, aussi. Tu peux le percevoir. C'est pas comme si le triangle t'apparaissait de l'extérieur, mais quand même, on le voit. Et on dit ça constamment dans nos manières de parler. Oui, oui, je vois ce que tu dis ou ce que tu veux dire. Mais ça, c'est une perception qui est causée par l'âme. Et la perception qui est causée par l'âme n'est pas causée directement par elle, mais via l'influence que ces paroles ont sur la glande pinéale, qui oriente le mouvement des esprits animaux dans les pores du cerveau, permettant ainsi la construction d'une perception qui elle-même va avoir des effets. Donc, les actions de l'âme, il y en a deux sortes. Il y a des actions de l'âme qui se terminent dans l'âme, et il y a des actions de l'âme qui se terminent dans le corps. Les actions de l'âme qui se terminent dans l'âme, c'est ce que, en tout cas, ce dont parle Descartes dans les méditations métaphysiques. Le fait de méditer, de penser à des choses dont l'expérience n'est pas témoin, qui ne témoignent pas l'expérience, de penser à l'infini, à Dieu, faire des mathématiques, la géométrie, ou penser pour penser. Prier, par exemple. Demander à Dieu quelque chose pour l'avenir, ou à Dieu, ou à qui vous voudrez. Ce sont des pensées qui n'ont pas un effet sur le corps. C'est des pensées qu'entretient l'âme en elle-même. Donc, elle cause des représentations, mais ça ne l'amène pas à un mouvement du corps. Ça amène à une autre pensée. Donc, des actions de l'âme qui viennent de sa volonté, s'exprimant, peuvent se terminer dans l'âme ou se terminer dans le corps. Quand elles se terminent dans l'âme, Descartes dit c'est lorsqu'on pense à Dieu ou à des choses immatérielles, comme je disais. Mais quand elles se terminent dans le corps, et là, ça nous intéresse, on approche de la fin. C'est lorsque l'âme veut un certain mouvement. On en fait beaucoup de mouvements volontaires dans la journée. Alors là, je lève le bras. Et là, ça, c'est pas mon corps. Oui, c'est mon corps qui bouge. Mais c'est mon âme qui en est la cause. Parce qu'elle dit, bouge le bras, lève-toi et marche. Le matin, c'est ça qui est difficile. Et justement, l'âme n'est pas toujours aussi forte que les passions ou que les émotions du corps. Elle n'arrive pas toujours à contrôler son corps. Par exemple, se lever le matin, c'est le meilleur exemple. Disons qu'il faut que tu te lèves à 7 heures, puis là, le cadran sonne, puis tu n'as pas envie de te lever. Il y en a qui vont juste se retourner de côté puis s'endormir. J'en connais qui disent « Je suis comme pas capable. J'ai beau me le dire, je n'arrive pas à me lever. » Bien là, ça, c'est le signe que les volontés de l'âme ont peu de force sur les mouvements de ton corps. Mais des fois, on y arrive quand même. Et comment on arrive à se lever? C'est facile. On s'engueule des fois. Ou on se raconte des histoires. Ou on se dit, qu'est-ce qui va arriver si je me lève pas puis je vais pas à l'école ce matin? Je vais couler mon cours. Puis si je coule mon cours, après, on peut s'inventer tout ce qu'on veut, si vous voulez. On s'invente une histoire qui nous fait peur et qui, par conséquent,
provoque un mouvement dans le corps. Vous voyez, c'est ça la stratégie de l'âme. Elle peut dicter un mouvement, et des fois, on y arrive tout de suite, mais des fois, elle peut aussi se représenter les conséquences du fait que la paresse, par exemple, est en train de l'envahir et que ses volontés perdent le contrôle sur le corps qui veut dormir, on dit ça veut, entre guillemets, il ne veut pas, il a plutôt tendance à s'endormir. Ou prenez l'exemple de quelqu'un qui a faim puis qui ne mange pas. Comment il arrive? En se disant toutes sortes de choses. Je vais maigrir. Ce serait bien que je perde un peu de poids. Dans les derniers mois, j'enlèverai beaucoup. Non, c'est pas moi, mais peut-être même moi. Donc, mais il faut se donner des raisons, il faut se raconter quelque chose. On se représente, par exemple, ce qu'on va devenir ou ce qui va nous arriver. Et des fois, cette représentation, elle a vraiment un effet sur le corps et elle provoque un mouvement. Donc, deux manières d'agir pour l'âme sur le corps, en voulant, lorsqu'elle est bien forte et que ça fonctionne, ou en se représentant des choses qui vont provoquer un mouvement dans le corps. Par exemple, quand tu écoutes un film, tu regardes un film d'horreur, c'est pas vrai, C'est une construction de l'âme. C'est la construction d'une volonté de quelqu'un de te représenter quelque chose afin de ressentir la peur dans ton corps. Et même, on aime ça. On le veut. On va voir des films d'horreur justement pour avoir peur. Mais ce sont des constructions. Ce n'est pas des choses qui arrivent réellement. Mais c'est quand même la preuve qu'en se racontant des choses, on peut provoquer des sentiments qui sont souvent pas aussi forts, mais qu'avec l'habitude et la discipline, on arrive, par cette stratégie, à prendre le contrôle de notre corps. Si les mouvements du corps incitent et disposent l'âme à vouloir, ça c'est de l'autre sens. C'est quand le corps qui agit, interagit plus fortement sur l'âme, des fois, ça dispose l'âme à vouloir quelque chose. Par exemple, quand je traverse le métro à la station Longueuil, il y a toute une allée de restaurants. Et là, moi, je passe à travers et je vois les burgers, les pizzas, tout ce que vous voulez. Et des fois, en les voyant, j'ai envie d'en manger un et je me dis « Ah oui, on mange un burger ». D'une certaine manière, à l'image du burger, incite l'âme à vouloir le manger. Et c'est comme ça que toute la pub fonctionne, vous savez. Et donc, ça c'est possible. On peut influencer la volonté de l'âme en lui faisant voir des choses. Et certains mouvements du corps vont aussi, par exemple, la faim, m'inciter à vouloir manger, à me dire « Ouais, il est bien temps, ce serait bien temps que je prépare le repas, par exemple. » Mais à l'inverse, l'âme peut aussi avoir une influence sur le corps et ses mouvements. Elle ne peut pas le faire directement. Elle n'est pas un corps. Elle ne peut pas donner une tape au corps. Elle doit lui parler de façon telle à ce qu'il se mette en mouvement suivant sa volonté. Et elle peut le faire avec ses pensées, en tentant d'influencer le corps au moyen du reflet de ces mêmes paroles sur la glande pinéale. C'est comme quand on se parle, c'est comme si ça se réfléchissait sur la glande pinéale qui suscite une certaine ouverture des pores ou suscite l'ouverture de certains pores. Et des fois, les esprits animaux rentrent et là, on fait ce qu'on veut. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va voir qu'il y a deux stratégies pour y arriver. C'est une stratégie, si vous voulez, éducative. Il y a deux forces
Ben, l'âme a seulement ses paroles puis ses pensées et ses connaissances. Hein. Mais quand ces paroles sont vraies, il semble que ça a le plus d'effet sur le corps. Ou quand ces paroles relèvent de l'habitude. Vous voyez, l'habitude, c'est quelque chose qu'on répète constamment. Et des fois, on oublie aussi pourquoi on fait telle ou telle chose. Hein. Mais il y a une raison derrière. Et c'est peut-être aussi la conséquence d'une certaine éducation. Quand j'avais tendance à faire tel ou tel mouvement, j'avais tendance à faire telle ou telle chose, hein, par exemple, quand j'avais envie de frapper mon petit frère, ça m'arrivait tout le temps. Hein. Mais je ne le faisais pas parce que ma mère disait « il va avoir des conséquences ». Et il y en avait un peu. Hein. Et par l'habitude, si vous voulez, d'avoir entendu toujours que c'est pas bien de frapper son petit frère, on dirait que cette parole-là, elle a pris plus de force et qu'elle a, pour ainsi dire, transformé ou facilité certains changements dans mon cerveau qui empêchent, par exemple, que même si je suis très en colère envers mon petit frère, je lui ramasse pas une baffe derrière la tête. Mon sentiment ne disparaît pas. Ma colère, ma frustration est toujours là. Mais ma parole est capable de retenir un mouvement. Je suis fâché, mais je ne frappe pas. Et tout, c'est pour ça que je disais, l'âme ne peut pas faire disparaître un sentiment. Elle peut juste tenter de le contourner, d'y dire oui ou d'y dire non, ou voire même d'essayer de penser à d'autres choses pour diminuer l'effet du sentiment. Et plus on le fait, on n'y réussit pas toujours tout le temps. Hein? Moi, je vais vous avouer quelque chose. Pendant des années, je n'arrivais pas à prendre le petit déjeuner. Ça me lève le cœur. Mais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, comme ça, à la maison, je me dis, écoute, là, il faut briser cette habitude. Hein? Donc, je me lève, je me dis, on va manger. Je mange, ça me lève le cœur. Mais je me dis, c'est bien, continue. Et à chaque jour, si vous voulez, je continue à me dire ça, puis on dirait que tranquillement, mon corps s'habitue et que je ressens même du plaisir à déjeuner et qu'il arrive même que je rêve du déjeuner. Hein? C'est fantastique. Tandis qu'avant, j'avais jamais envie. Hein? Mais c'est à force de me le commander, à force d'user de toutes les stratégies possibles pour manger le matin selon si vous voulez, l'ordre que je me donne, qu'on dirait que le corps, de plus en plus, s'habitue. On a une emprise sur le corps quand on se donne des commandements vrais. Ces commandements vrais, on pourrait dire, tentent de s'intégrer dans l'habitude à force de le vouloir. On arrive, comme on se le disait au tout début, à changer ou à entretenir le mouvement des esprits animaux dans notre cerveau, hein, à force de l'exiger. L'âme, comme je disais, elle ne peut pas faire disparaître une passion, mais elle peut tenter de la gouverner par une parole juste et vraie, en attendant que cette passion se calme ou elle sera capable, si vous voulez, d'en prendre le dessus, ou en détournant l'attention. Hein? Par exemple, quand j'ai peur devant un examen, et là que je tergiverse, oh mon Dieu, c'est sûr que je coule, non mais je comprends rien, non mais je suis nul. Hein? Puis là, il y a un téléphone qui arrive, puis tu parles à un ami. Donc juste l'idée qui est en train de t'annoncer, par exemple, qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture, wouh! Le sentiment disparaît. C'est une des stratégies de l'âme. Sachant qu'elle n'est pas capable d'agir directement sur le corps, elle doit user de stratagèmes pour influencer ou habituer le corps à répondre à ses volontés. Donc, pour contrôler les passions du corps,
l'âme, comme le dit Descartes, doit y aller d'industrie. Il y a des âmes qui sont plus fortes que d'autres, mais c'est peut-être aussi des âmes qui connaissent mieux leurs passions que les autres. C'est en connaissant ces passions qu'on arrive à se donner, à se gouverner par de bonnes résolutions. Mais tous les êtres humains se gouvernent par des résolutions, par des commandements qu'ils se donnent, même s'ils sont faux. C'est là que Descartes nous dit s'assurer de la vérité de nos résolutions, de nos volontés, de ce qu'on s'oblige soi-même, nous évite des regrets et des repentirs, des erreurs aussi. Donc, avant de se commander des choses, il faut bien vérifier si ce qu'on se commande est valide pour tous. La vérité dont il est question, c'est la vérité logique. Ce n'est pas une vérité d'opinion. Mais des fois, on se laisse diriger par des opinions, en croyant qu'elles sont vraies. C'est bien la preuve que l'âme dirige quelque chose en nous. Voilà. Mais d'après Descartes, seules les connaissances vraies nous assurent de contrôler nos passions. C'est pourquoi, dans notre prochain bloc, on va s'affairer à les définir. Ces passions-là, comme on se disait au tout début, ces connaissances-là, on peut les développer par nous-mêmes, afin de nous contrôler nous-mêmes. Mais sachons que, justement, si on ne prend pas la peine d'apprendre à connaître les passions qui nous influencent, on pourrait aussi se faire manipuler par ceux qui les connaissent.